Bonsoir et bienvenue sur NTD Actualité. Alors que la demande d'amoxicilline explose et que l'industrie pharmaceutique est à la traîne, le pays est confronté à une pénurie de cet antibiotique. Depuis 2 semaines, 40 pharmacies dans toute la France s'attellent à produire des gélules d'amoxicilline pour enfants. Face à la pénurie d'amoxicilline, l'Agence nationale de sécurité du médicament a recruté une quarantaine de pharmacies en renfort. Ça fait 2 ans, si vous voulez, qu'on porte le masque. Donc les gens ne sont plus immunisés comme de façon habituelle parce que vous attrapez des maladies. Là, on était surprotégés. C'est le premier hiver où finalement on a enlevé le masque. Donc les gens sont beaucoup plus sensibles aux maladies. En pharmacie, à l'officine, on a des augmentations à peu près 30-40% du nombre de prescriptions d'antibiotiques ou d'antidouleurs style paracétamol. L'amoxicilline est l'antibiotique numéro 1 des prescriptions, utilisé pour traiter de nombreuses maladies pulmonaires, des otites ou la grippe. La pharmacie Delpech, située à Paris, a commencé sa production de gélules d'amoxicilline pour enfants. Ici, on fabrique des préparations magistrales, normalement, tout au long de l'année. Et exceptionnellement, depuis 15 jours, en fin de journée, on arrête la production de préparations magistrales et on fabrique de l'amoxicilline pour les enfants, parce qu'il y a des ruptures en France. Les productions se font en 3 étapes. Ils prennent de la poudre d'amoxicilline achetée en Espagne et la divisent en gélules pour enfants. Puis les pèsent et les mettent dans des petites bouteilles en plastique qu'ils enverront en fonction des demandes. Chaque jour après le travail, ils produisent des gélules qui seront envoyées à plus de 5000 pharmacies dans toute la France. Et déjà, si on arrive à tenir 2 mois, l'objectif fixé par la NSM, c'est un objectif de fabriquer à peu près 1/3 des traitements pédiatriques français. Donc d'arriver à faire à peu près par mois 100 000 traitements de production d'amoxicilline. Aujourd'hui, il y a déjà plusieurs laboratoires qui ont recommencé à produire, donc les capacités industrielles sont très importantes et normalement, d'ici fin février, début mars, ça devrait être revenu à la normale et en plus, en février, début mars, il y aura moins de maladies, moins de gens malades, donc normalement, en début mars, on n'aura plus besoin de nous. Selon les spécialistes du secteur, les gros laboratoires ont peu à peu baissé leur production de molécules anciennes, moins rentables économiquement que les nouveaux produits. Et le principal organisme d'audit met en garde contre un défi majeur en matière de sécurité pour la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques d'été de Paris 2024. Les organisateurs attendent au moins 600 000 personnes pour assister à l'événement qui se déroulera sur la Seine. Les athlètes et les délégations navigueront sur le fleuve pour donner le coup d'envoi des Jeux. Dans un rapport présenté au Parlement français, la Cour des comptes a mis en évidence des préoccupations concernant la dépendance à l'égard des opérateurs de sécurité privés et les risques liés aux liaisons de transport. Et la semaine prochaine, le Forum économique mondial revient à Davos. Les sujets à l'ordre du jour devraient inclure le risque d'une récession mondiale, le changement climatique, la pénurie d'énergie et la guerre en Ukraine. Un nombre record de chefs d'entreprise et de gouvernement se rendront ce mois-ci dans la pittoresque station de ski suisse de Davos pour discuter des défis mondiaux à l'occasion du retour de l'événement hivernal annuel du Forum économique mondial. Critiqué par certains comme un club social pour la jet-set, le Forum se targue de pouvoir rassembler les décideurs à une époque de méfiance géopolitique croissante. Son fondateur, Klaus Schwab, a déclaré que nous sommes tous coincés dans un état d'esprit de crise. Cela a conduit à des prises de décision à court terme qui peuvent avoir des dommages et des conséquences à long terme et intentionnelles. Davos devrait aider à changer cet état d'esprit. Le dernier rassemblement hivernal de Davos en personne a eu lieu en 2020, quelques jours seulement avant que l'épidémie de Covid-19 ne soit déclarée comme une urgence sanitaire mondiale. Si la délégation russe sera cette année absente, le président du forum, Borge Brend, s'attend à ce que 52 chefs d'État et de gouvernement se présentent aux côtés de 35 ministres des Affaires étrangères. Nous attendons une délégation et une participation chinoise de haut niveau. Nous avons les nouveaux présidents de Corée, des Philippines et également des délégations de haut niveau d'autres pays asiatiques. Les organisateurs ont déclaré que l'Ukraine enverrait une autre délégation de haut niveau et qu'il y aurait des discussions sur la guerre en cours. Et les autorités belges et néerlandaises ont saisi des quantités records de cocaïne dans les ports d'Anvers et de Rotterdam. Ces saisies reflètent l'augmentation générale du trafic mondial de stupéfiants qui représente plusieurs milliards d'euros
et cible les grandes villes d'Europe, des métropoles où les guerres de gangs, les meurtres et l'intimidation sont malheureusement devenus monnaie courante. Au port d'Anvers en Belgique, des quantités records de cocaïne ont été saisies l'année dernière, 23% de plus que l'année précédente, et plus du double de ce qui a été saisi il y a 5 ans. Cette hausse reflète une augmentation de l'offre de cocaïne et de crack en Europe. Si les chiffres augmentent, cela signifie aussi que la drogue qui entre en Europe par nos ports augmente également. Et cela a bien sûr un impact énorme sur notre société et sur notre sécurité. Avec elle viennent non seulement la dépendance, la déchéance et la mort, mais aussi la violence et la guerre des gangs qui poussent certains quartiers au bord du gouffre. La cocaïne semble être devenue la nouvelle normalité et elle est présente dans toutes les couches de la société. Elle semble être mieux acceptée et n'est plus stigmatisée comme avant. Selon Verborg, les dealers ciblent désormais les plus pauvres, les plus enclins à la dépendance pour la vente de cocaïne et de crack. De minuscules doses de 0,2 grammes se vendent à moins de 20 €, un prix que peut littéralement se permettre un mendiant. Lundi, une fillette de 11 ans, probablement victime involontaire de la guerre de la drogue, a été tuée par balle. La situation est devenue si grave que le ministre belge de la Justice, Vincent van Quickenborne, vit sous protection policière après l'apparition de preuves que des bandes criminelles pourraient chercher à le kidnapper, ou pire encore. Les Pays-Bas abritent le port mondial de Rotterdam. Avec Anvers, les autorités ont saisi un record conjoint de 160 tonnes de cocaïne. Je pense que ça doit presque ressembler à une guerre, parce que nous sommes dans des combats et que nous voulons être plus malins que les criminels. Depuis la mi-octobre, pas moins de 115 arrestations ont eu lieu dans le quartier bruxellois des Marolles. La puissance des gangs est telle que dans la demi-heure qui suit une arrestation, un nouveau vendeur s'installe au même endroit. Et après la drogue, parlons d'un autre fléau, le trafic d'organes supervisé par l'État chinois. Une notice nécrologique nous donne un aperçu inattendu de la véritable nature du marché du trafic d'organes en Chine. Et cela suscite de vives spéculations. Cette annonce a été suivie par le décès d'un autre fonctionnaire du PCC, le Parti communiste chinois, Gao Zhangxiang, à Pékin, en pleine épidémie de Covid-19. Un reportage signé Xiaohua Li de NTD. Au fil des ans, il s'est battu contre des maladies et a fait remplacer de nombreux organes. Un jour, il a plaisanté sur le fait que de nombreux composants n'étaient plus les siens. Voilà ce qui a donné la chair de poule à un certain nombre d'internautes chinois mardi dernier. Dans une nécrologie en ligne rédigée par un responsable du Parti communiste chinois, il est fait mention de Zhao Zhanqiang, un ancien commissaire de la Fédération des cercles de littérature et d'art de Chine, qui est décédé au début du mois dernier. Mais la nouvelle de son décès n'a été rendue publique que près d'un mois plus tard, sans mentionner la cause de sa mort. Les censeurs du web chinois ont immédiatement retiré la notice nécrologique. Mais les spéculations sur les nombreux antécédents de Zhao en matière de transplantation d'organes et la désinvolture avec laquelle son collègue l'avait mentionné prennent de l'ampleur. On l'a entendu depuis longtemps, les fonctionnaires remplacent leur sang et leurs organes, mais à qui appartenaient-ils ? Il est bien connu en Chine que les hauts fonctionnaires du PCC bénéficient de certains privilèges, mais c'est la première fois qu'il est révélé qu'un fonctionnaire du PCC a accès à plusieurs organes compatibles, chacun d'entre eux pouvant coûter la vie à quelqu'un. L'analyse des affaires chinoise Tang Jingwan qualifie la transplantation d'organes de prestation sociale dans les rangs des hauts fonctionnaires du PCC. Si nous calculons simplement quel est le nombre total de fonctionnaires au-dessus du niveau ministériel dans le système du PCC, y compris ceux qui sont à la retraite, alors un tel nombre de personnes, s'ils peuvent bénéficier d'un tel traitement et s'ils peuvent le faire plus d'une fois, cela posera inévitablement un problème. D'où vient un approvisionnement en organes aussi important ? Il ajoute que sans une grande réserve secrète de corps humains vivants au sein du système du PCC, les fonctionnaires ne pourraient tout simplement pas profiter de ces soi-disant avantages. Cette question est un tabou pour le PCC, surtout en ce qui concerne les organes transplantés à des fonctionnaires de haut rang. Lorsque les prélèvements forcés d'organes sur les pratiquants de Falun Gong ont été révélés pour la première fois en 2006, des questions ont été soulevées concernant les abus du régime en matière de transplantation d'organes. Depuis des décennies, la Chine est accusée de prélever les organes de ses citoyens par la force. Les victimes sont tuées dans le processus et les organes sont utilisés dans des opérations de transplantation générant des milliards d'euros.
La Chine fait quelque part entre 60 000 et 100 000 transplantations par an dans son pays et elle ne les déclare pas. Et encore une fois, je pense que ce n'est pas seulement un problème d'éthique, c'est un problème de mauvaise médecine. La Chine, qui s'est lancée tardivement dans ce domaine, dispose actuellement du deuxième plus grand programme de transplantation au monde après les États-Unis, mais sans système viable de don ou de distribution d'organes. Dans le jugement de 2020 du China Tribunal, il est dit que les pratiquants de Falun Gong ont été l'une des principales sources d'approvisionnement en organes et probablement la principale. Ils sont tués essentiellement à la demande pour leurs organes. Donc quelqu'un qui a eu de multiples transplantations d'organes et qui vit jusqu'à 90 ans a eu ces transplantations au cours des 20 dernières années. Il est probable que ce fonctionnaire ait reçu ces organes à la suite du meurtre sur demande d'une vie innocente. La longévité des hauts membres du parti a longtemps été un sujet de curiosité en Chine, mais selon Heng He, alors que le virus fait rage en Chine, cette longévité accrue a vu ses limites, même avec de multiples greffes. Vers la mi-novembre, il y a eu une épidémie dans un hôpital de Pékin. Ces personnes y sont hospitalisées depuis longtemps, disposent d'unités de soins intensifs et des personnes s'occupent spécialement d'elles. Mais lorsque le virus s'est déclaré dans l'hôpital, l'avantage d'être protégé à l'écart de la société est devenu un inconvénient. Les patients qui ont subi une transplantation et qui se retrouvent à l'hôpital, jusqu'à 28% d'entre eux meurent du Covid ou d'une maladie virale. D'après une publication de l'Association pulmonaire américaine, les personnes immunodéprimées ont un risque plus élevé de contracter un Covid-19 grave, même si elles sont vaccinées. Les personnes qui prennent des immunosuppresseurs pour prévenir le rejet des greffes d'organes sont considérées comme immunodéprimées. Xiaohua Li, NTD Actualité. Et en Angleterre, un dispositif de repérage chinois caché a été découvert dans une voiture du gouvernement britannique, suscitant des inquiétudes croissantes concernant les activités d'espionnage du gouvernement chinois. Au moins une carte SIM capable de transmettre des données de localisation a été trouvée. Les responsables de la sécurité ont découvert le dispositif lors d'une fouille de routine des véhicules gouvernementaux. Selon les sources, l'émetteur de localisation a été trouvé dans une partie scellée du véhicule. Il a été installé par le constructeur du véhicule avant d'être importé de Chine. Le régime chinois a rejeté les allégations d'espionnage, les qualifiant de rumeurs infondées. Mais le régime chinois aura beau nier les accusations, la Grande-Bretagne prend l'affaire au sérieux et lors d'un débat au Parlement, le président de la Commission des Affaires étrangères a déclaré que ces dispositifs technologiques chinois de localisation constituaient un risque pour la sécurité nationale. On l'écoute. Ce week-end, il y a eu un article sur des dispositifs de localisation cachés dans des voitures du gouvernement. Nos données sont importantes car elles révèlent non seulement les endroits où nous nous rendons avec nos voitures, mais aussi nos amis et nos réseaux, nos vulnérabilités, nos habitudes et nos activités, ce qui permet de nous menacer, de nous faire chanter, de nous saper ou de nous suivre. Si ces dispositifs ont été installés de manière frauduleuse, il s'agit d'espionnage de la part du PCC. Il est plus probable qu'il s'agisse de technologies standards qui sont installées dans toutes les voitures. Selon elle, le Parti communiste chinois pourrait très facilement connaître les détails clés des départements du Premier ministre grâce à cette technologie et que la moitié de ces appareils sont fabriqués par 3 entreprises chinoises, Kectel, Fibocom et China Mobile. Elle s'est exprimée lors d'un débat sur le projet de loi sur les marchés publics, au cours duquel les députés conservateurs ont prévenu que les marchés publics ne devaient pas être attribués à des entreprises ayant des liens avec la Chine ou la Russie. Le projet de loi fera prochainement l'objet d'un nouvel examen aux communes. Les relations commerciales entre l'Australie et la Chine sont tendues depuis un certain temps déjà. Les tensions entre les deux pays ont conduit à l'interruption du commerce de charbon pendant des années. Mais avec le nouveau gouvernement australien, les relations économiques entre les deux pays pourraient se détendre. Les relations entre la Chine et l'Australie ont commencé à s'envenimer en 2018, après que l'Australie a interdit à Huawei et à son réseau 5G de s'implanter. Les liens diplomatiques se sont encore dégradés, l'ancien Premier ministre australien Scott Morrison ayant provoqué la colère de Pékin en demandant une enquête sur l'origine du Covid-19. En octobre 2020, Pékin a riposté en interdisant officieusement le charbon australien, affirmant que les importations ne respectaient pas les normes environnementales. L'Australie était autrefois le deuxième fournisseur de charbon de la Chine.
Chine à l'étranger, représentant un tiers des importations chinoises. Après l'entrée en vigueur de l'interdiction, les expéditions de charbon de l'Australie vers la Chine sont presque tombées à zéro en 2021 et 2022. D'autres produits sont également touchés, notamment l'orge, le bœuf, le coton, le vin et le homard. Parmi ceux-ci, les droits de douane sur l'orge et le vin, qui devaient durer 5 ans, ont pratiquement anéanti les importations chinoises de ces produits. Les droits de douane sur l'orge s'élevaient à plus de 80% et jusqu'à plus de 200% sur certaines marques de vin. Les filatures de coton chinoises n'avaient pas non plus le droit d'acheter des produits australiens sous peine de se voir imposer des droits de douane de 40%. Et pour couronner le tout, 5 des plus grandes usines de transformation de bœuf australien se sont vues interdire d'exporter du bœuf vers la Chine en 2020. Pendant ce temps, la Russie a remplacé l'Australie concernant l'approvisionnement en charbon vers la Chine. Les viticulteurs d'Afrique du Sud ont vu la demande exploser, tandis que les exportations d'orge de France, du Canada, d'Argentine et d'Ukraine vers la Chine ont également bondi. Les éleveurs de bétail américains ont également profité de ces mesures. Les relations entre Pékin et Canberra sont en train de se dégeler avec le changement de gouvernement en Australie. Le ministre australien du Commerce, Don Farrell, a déclaré qu'il était prêt à se rendre en Chine pour discuter de l'assouplissement des restrictions sur l'orge et le vin. Et pour terminer ce journal, restons en Australie. À Melbourne, sur les berges de la rivière Yarra, un homme se livre à un nouveau sport, la pêche à l'aimant. Andrew Thomas de NTD nous présente son astucieuse méthode magnétique pour nettoyer la rivière. Jake Robson est un pêcheur d'un autre genre. Au lieu d'un hameçon, il utilise un aimant. Et au lieu d'attraper des poissons, il remonte les déchets métalliques qui ont été déversés dans les eaux de Melbourne. On ne sait jamais ce que l'on va trouver. Il ne s'agit pas de trouver un trésor. Je ne cherche pas à gagner de l'argent, il s'agit simplement de nettoyer les cours d'eau, d'aider et de faire ma part. Robson a commencé à pêcher à l'aimant après son incarcération. Il se remettait également de sa toxicomanie. J'ai beaucoup pris à la société au cours de ma vie, j'ai fait beaucoup de mauvaises choses et c'est ma modeste façon de rendre l'appareil. En cours de route, Robson a inspiré certains de ses amis à se joindre à lui et à s'embarquer dans leur voyage vers la guérison. Je trouve aussi que c'est très thérapeutique. On est dehors avec un copain, tous les deux sobres, on jette l'aimant à l'eau et on voit ce qu'on peut attraper. L'aimant pèse 2,5 kg. Il leur permet de tirer n'importe quoi des clôtures métalliques au vélo. Et ils font tout cela gratuitement. Les défenseurs de la nature saluent leur travail. Nous comptons beaucoup sur les bénévoles, ils sont toujours les bienvenus pour s'impliquer. Vous savez, à plusieurs, ça allège le travail. Ça veut simplement dire qu'on peut retirer plus de matériaux de l'eau. Chaque semaine, Robson dit qu'il retire des centaines de kilos de déchets des cours d'eau de la ville. Il dit qu'il envisage de faire don des bénéfices de la ferraille. Andrew Thomas, NTD Actualité. Ainsi s'achève cette édition. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve demain à 20h pour un nouveau journal. En attendant, je vous souhaite à toutes et à tous une excellente soirée sur NTD.